Bonjour vous tous les serviteurs et aux servantes. Aujourd'hui, nous sommes dans notre studio Bethsaida TV avec l'homme de Dieu, mais aujourd'hui, on ne parle pas de la parole de Dieu, on doit parler sur la situation qui se passe en République démocratique du Congo et l'homme de Dieu lui-même, il doit se présenter. Vous êtes les bienvenus, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé, frère Jacques. Oui, je m'appelle le pasteur Boaz Bikweni Kasaka. Je suis le visionnaire de l'église Les Rachetés de l'Agneau ici à Ottawa. Ok. Et quand vous êtes ici à Ottawa? Ah oui, ça fait depuis 2019 que je suis ici à Ottawa. Oui, mais ça fait un peu quelques années que j'ai quitté le Congo, toujours en mission. Je passais par Angola et puis l'Argentine, les États-Unis, et puis je suis venu ici à Ottawa. Oui, comme vous venez de l'écouter, c'est Pasteur Boisy, il est ici à Ottawa, c'est notre frère, le sortissant de la République démocratique du Congo, si j'ai bien saisi. Aujourd'hui, nous voulons qu'on puisse discuter pour la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Maintenant, quel est le problème que nous vivons aujourd'hui à l'Est? Commence entre l'AFDEL ou quand? Bon, euh, normalement c'est un problème qui date de longtemps parce que à plusieurs reprises, l'Occident a commencé avec Mobutu pour que Mobutu puisse permettre l'exploitation illicite des minéraux de notre pays, mais Mobutu refusait. Mobutu refusait souvent. Et c'est là où, quand Clinton est devenu président aux États-Unis, en collaboration avec Tony Blair, qui était l'ancien premier ministre Britannique. britannique, oui, les deux ont fait un plan et c'est là où ils ont utilisé premièrement euh, M. Kagame. Pour ne pas dire Kagame, ils ont commencé premièrement avec le président ougandais, Yoweri Museveni. Yoweri Museveni. Et c'est à partir de Museveni qu'ils vont pilonner maintenant. Ils vont organiser un mouvement qu'on appelle AFDEL. Donc, le mouvement AFDEL a été préparé ou bien conçu en Ouganda. Mhm. En Ouganda. Et à partir de là, ils ont fait un plan. Ils ont dit que non, pour bien accomplir ce plan, il faut premièrement faire un coup d'État au Rwanda. Faire un coup d'État au Rwanda. Mettre des gens qui seront Capable. capables, mettre comme leurs propres gens qui Mhm. vont diriger maintenant cette opération au Congo. C'est là où maintenant ils vont provoquer le coup d'État militaire qui a coûté la vie au président Abiyarimana et Cyprien Tarimiriamir, Mhm. je crois, de Mhm. Burundi. Mhm. Les deux, Dajame. oui, les deux présidents sont morts. Mhm. Et quand ils sont morts, dans cette opération, il y avait aussi des Français inclus. Parce qu'en réalité, l'Europe collabore toujours avec les anglo-saxons. Mhm. Donc les anglo-saxons, ce sont eux qui conçoivent les idées. Ils utilisent les Européens sans le savoir. Et donc, c'est comme aujourd'hui dans le problème de l'Ukraine. Mhm. C'est à peine que les Européens ont compris que non, ils sont tombés dans le piège des Américains. Mhm. Donc, c'est comme dans ce plan-là. C'était la France qui dirigeait l'opération turquoise. C'est cette opération qui a mené le coup d'État militaire à, Au Rwanda. au Rwanda. Et il y avait même les hommes de l'ONU, il y avait même des agents de l'ONU, même que le président Biarimana avait demandé, selon les informations qu'on avait ou qu'on a,
il avait demandé la collaboration de l'ONU pour qu'il puisse aller en entente avec la partie de l'actuel président rwandais Kagame à l'époque, le mouvement rebelle qui était. L'ONU a fait le manœuvre. Ils ont laissé que le rebelle puisse entrer. En d'autres termes, ils ont protégé ces rebelles et ils ont facilité avec l'armée. Ouvert les portes pour les rebelles pour oui, qu'ils puissent y entrer. Ils sont entrés. Quand ils sont entrés, ils ont tué les deux présidents. Ils ont eu le pouvoir. Mais maintenant, l'objectif, ce n'était pas le Rwanda. Dans tout cela, même le coup d'État militaire qui a eu au Rwanda, l'objectif, c'était le Congo. L'objectif, c'était le Congo. C'est là où maintenant, ils vont demander à Mobutu, de laisser entrer tous ces gens-là, des réfugiés, soi-disant des réfugiés, mais en réalité, dans la façon où les choses fonctionnent, les militaires rwandais de la partie du président Habyarimana, ils étaient tous armés, bien armés. En réalité, comme l'opération était dirigée par l'ONU, sous couvert l'armée française, avec cette opération qu'on a intitulée l'opération turquoise, en réalité, on devrait les armer avant d'entrer au Congo. C'est-à-dire, chaque militaire devrait déposer son arme parce qu'il n'est plus militaire maintenant, il devient réfugié. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Seulement au Congo, on a laissé ces gens-là entrer avec des chars, avec des munitions, avec des armes. L'objectif, c'était quoi? C'était pour donner l'hypothèse à Kagame, cette hypothèse qu'il avance toujours, que les Interahamwe sont au Congo, ils sont armés, je dois les poursuivre. C'était ça l'objectif. C'est ce qui a fait que quand ils sont arrivés, ils ont réussi l'opération, ils ont pris le pouvoir au Rwanda. Maintenant, ils ont monté, bon, ce mouvement-là était déjà monté depuis l'Ouganda, la FDL. Il n'y avait pas un Congolais là-dedans. Il fallait qu'ils cherchent un Congolais. Il faut chercher maintenant un Congolais qui doit de renom, qui a un nom, un poids lourd, pour chapeauter les mouvements, afin que... qui puisse bien entrer, quoi. Voilà. En plus, ils savaient bien que non, la population congolaise était vraiment au bout. Donc, ils ne voulaient plus de Mobutu. La population congolaise voulait un changement. Donc, d'où ils ont tenté des changements avec, d'une façon démocratique, avec la conférence nationale souveraine. Mobutu a dribblé cette affaire. C'est que Monsengo avait organisé. Oui, Mobutu avait dribblé cela. C'est là où ils ont fait recours à ce mouvement de rebelles. Mais ce n'était pas une affaire congolaise. C'était une affaire vraiment étrangère. Je peux dire, l'entête, ce sont les Américains et les Anglais. Et sur le plan régional, ils ont utilisé Museveni. Et Museveni, maintenant, qui va prendre ses frères rwandais, parce qu'il est aussi d'origine rwandaise, Museveni. Il va prendre maintenant ses frères rwandais, principalement Kagame qui était dans des services de renseignement, dans ces services de renseignement, et il va les charger pour, premièrement, diriger cette opération. Mais avant de réussir pour diriger cette opération, il faut prendre le pouvoir au Rwanda, sinon l'autre qui... le président Habyarimana, c'est peut-être aussi obstacle. Peut-être obstacle. Donc, dans ce sens-là, ils ont réussi, ils ont fait entrer les Interahamwe bien armés, et c'est là, après, ils ont cherché un Congolais. Quand ils ont cherché les Congolais, il y avait un certain Massa Sungando, mais ils ont cherché dans l'historique, dans sa biographie, il n'avait pas il n'a pas l'historique. Un CV lourd.
qui pouvait attirer l'attention des Congolais. Mm. C'est là où maintenant Museveni va se souvenir de son ami. Son ami Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est ancien rebelle, ancien opposant de Mobutu. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Premièrement, Mouzé Laurent Désiré Kabila, je peux dire, fait partie des lumumbistes. Mm. Ce sont des lumumbistes qui ont pris la position quand on a arrêté Lumumba vers l'an 63. Mouzé Kabila, ils ont formé un groupe de jeunes lumumbistes. Il y a un groupe qui est allé à Kisangani, Gizenga et les autres. Mais Mouzé Kabila fait partie d'un groupe de jeunes lumumbistes qui va être formé à Goma par Che Guevara. Mm. Tu vois, Mm-hmm. Mouzé Kabila a été formé parmi les lumumbistes qui ont bénéficié d'une formation de Che Guevara. C'est dans la partie Est. Mm. Et c'est là où maintenant Mouzé va commencer maintenant à mener Mobutu d'en dire. Par exemple, il a mené 2 fois Mouzé Kabila a fait des inscriptions. Par exemple, la guerre de Moba 1, Moba 2, c'était Mouzé qui a mené ça. Vu ces choses-là, cela a poussé à Museveni à dire non, comme il est opposant de Mobutu, Mobutu le connaît bien et le peuple congolais le connaissent bien, que non, c'est un opposant Mobutu. Il a toujours médité pour le départ de Mobutu. C'est une opportunité pour lui qui puisse voir. Oui, et en plus, il était non seulement un opposant, mais ils étaient devenus comme des ennemis jurés. Parce que Mouzé Kabila a failli mourir, Mobutu a ordonné de le tuer. C'est pourquoi il était resté avec un défaut dans son pied droit, parce qu'il a failli, il a échappé à la mort quand on l'a attaqué, puis il a fui en Tanzanie. Donc c'est là où ils vont prendre Mouzé Laurent Désiré Kabila. On va lui mettre dans la position d'être devant. Comme leader, comme on l'a présenté comme c'est lui le rebelle, c'est lui le chef de l'AFDEL. Mm. Et comme les Congolais voulaient à tout prix un changement, voulaient que Mobutu parte, que ce soit les militaires, que ce soit certains politiciens, vraiment étaient obligés de collaborer et de travailler avec des services de CIA, de travailler avec des services américains pour faciliter l'arrivée de Mouzé Kabila. Parce que la rébellion s'est passée à l'Est, mais dans d'autres provinces, dans d'autres instances, même sur le plan politique, même dans des institutions, les États-Unis travaillaient avec certains politiciens, même dans l'armée zaïroise à l'époque. Ils collaboraient, ils attiraient l'attention, je peux dire, travaillaient pour convaincre même certains généraux de Mobutu de ne pas appuyer Mobutu. Par exemple, Mayele. Mayele a cédé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Mouzé qui l'a contacté, mais c'était des services américains. Donc c'était ça. Et le malheur de ce que nous vivons, en réalité, ce n'est pas, moi je dis, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda est comme un médiateur, non, c'est comme un instrument qu'on est en train d'utiliser. Pour l'intérêt, parce que derrière eux, il y a des poids lourds qui est derrière lui, mais aussi il s'en profite. Oui, lui en profite. C'est lui qui prend tout. Étant que le voisin, et j'ai été surpris d'apprendre le président Kagame dernièrement, il a fait une interview et il a déclaré qu'il est congolais de la partie maternelle. Sa mère est Lokele. Sa mère est de Kisangani. Donc, en d'autres termes, c'est son père qui est Tutsi rwandais. Mais sa mère est Lokele de Kisangani. Donc, en d'autres termes, quelqu'un, si c'est vrai, quelqu'un qui peut avoir le sang congolais,
mais capable d'accepter de détruire, de massacrer ses frères, ou bien, bon, pour ne pas dire ses frères, il n'est pas notre frère. C'est un Rwandais, tout ça, ce sont mais, De tuer les Africains, on peut dire. je peux dire comme un Africain Qui tue les Africains. qui accepte de massacrer d'autres Africains en sachant que c'est pour les intérêts étrangers, pour les intérêts américains, pour les intérêts anglaises. C'est là où je voulais aller un peu pour qu'on puisse prendre la deuxième question. Tu dis que c'est Paul Kagame, président du Rwanda, et qui est ce sont des gens qui l'utilisent. Mais sur le plan international, on ne voit pas les Américains, on ne voit pas les Anglais. C'est-à-dire les Anglais, ils se camouflent en passant par Kagame. Et aussi Kagame aussi s'en profite aussi de son intérêt de développement de son pays, parce que tu ne peux pas faire passer le marchandise aussi longtemps que lui-même il est là. Maintenant, quelle est la vraie cause de la guerre de l'Est du pays, en République démocratique du Congo? Quelle est la raison? Quelle est la cause? Parce que quand tu regardes depuis 60, jusqu'à nos jours, les Congos ne sont pas dans la paix. Et selon vous, comme analyste, quelle est ta solution? Quelle est l'idée que tu peux donner à la population? Premièrement, il y a plusieurs causes, mais je peux soulever deux causes principales. Des causes principales. Des causes principales. Et, la première c'est l'exploitation des minéraux. C'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, y compris l'Union européenne. Y compris aussi le Canada. Parce que le Bandro se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, quand je parle des États-Unis, des Anglais, je crois les États-Unis ne travaillent pas seuls. C'est ce que les gens ne savent pas plutôt, c'est ce que les gens ne savent pas. Partout où vous voyez les États-Unis, les États-Unis, derrière lui, il y a 4 pays. Toujours, il y a toujours 4 pays. Partout vous verrez les États-Unis, que ce soit dans la guerre, que ce soit dans les exploitations, ils ont une union. Ils collaborent avec l'Angleterre, le Canada, l'Australie, je crois... la France? Non, pas la France. Le Canada, l'Australie, l'Angleterre, lui-même les États-Unis, et puis l'Islande, quelque chose comme ça. Sont les 5 pays qui forment, qu'on les appelle les anglo-saxons. Ce sont les 5 pays qui sont les décideurs du monde. Ils décident et c'est les États-Unis qui chapeautent. Tu vois, les États-Unis chapeautent cela. C'est normal que le Canada se retrouve là. Donc, par là, je veux dire quoi? Il y a 2 causes principales. La première, c'est l'exploitation des minéraux. Les Américains ou les anglo-saxons, y compris l'Union européenne, ils ont fait un plan pour exploiter les richesses du Congo sans que le Congo puisse dire une parole. La seule façon d'exploiter la richesse du Congo sans les Congolais, il faut par la guerre, par la force. Parce que s'il passe par les Congolais, les Congolais auront droit des pourcentages. Auront droit des pourcentages. C'est pourquoi ils ne peuvent pas passer d'une fois légale. Ils veulent extraire, prendre ça comme ils veulent. Donc, dans ce sens-là, c'est pourquoi ils utilisent les Rwandais.
Comme un canal. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et les autres pays maintenant. Maintenant, il y a le Kenya, il y a le Soudan du Sud, il y a beaucoup de pays. Même les Tanzaniens. Oui, tout le monde là. La deuxième raison, le Congo est grand. Il faut diviser le Congo. Comme Sarkozy a dit en 2014. Pour affaiblir le Congo, il faut diviser. C'est ce qui se passe en Russie. Je crois que Poutine a dévoilé cela. Que non, selon l'objectif des États-Unis, il devrait utiliser l'Ukraine pour amener la guerre en Russie, afin de diviser la Russie parce que la Russie est trop grande. Comme le Congo. Oui. Maintenant, pour diviser le Congo, pour mieux diviser le Congo, il faut prendre premièrement comme le Katanga a toujours eu cette idée de la de se diviser, de se détacher. De se détacher du Congo. Qu'il soit une république. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont prendre la partie est, la partie la plus riche du Congo. Ils vont céder ça au Rwanda et au Ouganda parce que le Rwanda est trop petite. On doit extenser l'espace du Rwanda, un petit peu aussi du Burundi. Comme ça, ils puissent bien gérer cela parce que les Rwandais savent que non, cette partie, en d'autres termes, c'est leur propre partie, c'est la partie américaine. Ils vont les tâcher seulement pour vivre. Mais les richesses qui sont sous-sol appartiennent aux Américains. Et aux Canadiens, aux Australiens. Maintenant, oui, à exploiter sans que personne ne puisse le demander quoi que ce soit. Donc, la deuxième cause, c'est la division du Congo. C'est la balkanisation du Congo. C'est là où vous allez comprendre. Les gens ne comprennent pas pourquoi Félix Tshisekedi, subitement, il a nommé, après le passage de Sarkozy, il a nommé directement, il a changé le gouvernement. Les gens ne savent pas. Parce que Sarkozy l'a dit carrément comme ça, que si vous voulez la paix, acceptez que la partie Est puisse partir. Acceptez la balkanisation. Parce que si vous n'acceptez pas cela, vous ne serez pas en paix. Sarkozy qui avait fait ça en 2014. Bon, c'est là où je ne comprends pas les autorités congolaises. Je ne comprends pas. C'est là où je ne comprends pas Félix Tshisekedi. Je ne le comprends pas. Il sait bien. Il y a des gens, il y a des anciens présidents européens, des autorités européennes qui ont formé un bloc. Un lobby quelconque. Contre le Congo. L'objectif, c'est quoi? Le Congo est trop riche. Ils doivent partager leurs richesses avec le voisin. En réalité, ce n'est pas les voisins. Il faut eux qui puissent enrichir l'Occident, qui puissent s'en servir. Mais le problème, tu vois, les États-Unis ont changé sa politique. Les États-Unis menaient lui-même directement la guerre comme ça. Il a mené la guerre en Asie avec certains pays asiatiques. S'il a un conflit avec un pays, il dépêchait le militaire, ils allaient sur place, ils menaient la guerre. Mais lui-même condamne le Russie. Oui, écoutez, mais depuis ce qu'ils ont subi en Somalie, les Somaliens ont tué les Américains et ils les clouaient, ils les poussaient comme des chèvres comme ça. À partir de ce temps-là, les États-Unis ont changé la politique. C'est là où ils utilisent maintenant, par exemple, ils prennent, s'ils veulent me détruire, ils vont utiliser mon frère Jacques et ils se cachent derrière Jacques. Ils donnent au frère Jacques toutes les capacités possibles pour me détruire. Et de toute protection. Il le protège, il te forme, il t'équipe.
Tu tout vois, ce que tu as besoin. pour me détruire. Et Mais aussi derrière cela, ce sont eux qui vont diriger cette opération. et la faiblesse de l'homme africain, on accepte pour notre intérêt, pour l'intérêt personnel. C'est ça. Ça a été toujours comme ça. C'est là où, en réalité, si Félix Tshisekedi était venu avec l'idée de changer les choses au Congo, il allait adopter la politique du président malien. Les Ouest Africains ont compris cela. Les Ouest Africains ont compris cela. Que non, les choses doivent changer. Ils sont en train de les tuer. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Kadhafi? L'OTAN qui est en train de soutenir, de faire des choses là, en Ukraine. C'est l'OTAN qui s'est organisé. À l'époque, ils étaient plus de 27 pays. Ils se sont unis pour détruire Kadhafi. Ils ont mené des opérations. Ils ont arrêté Kadhafi. Ils l'ont humilié. Ils l'ont tué. Et ça causé après avoir recevoir de l'argent de propagande oui. du gouvernement. Mais le problème, ce n'est pas même ça. Après l'avoir tué, tous ces matériels qu'ils ont utilisés de l'opération qu'ils ont menée en Libye, ils se sont entendus qu'on ne peut pas retourner avec ces matériels militaires. On doit créer des foyers de tension pour exploiter maintenant le Sahel. Pour que la population libyenne s'occupe de la guerre au lieu de s'occuper de leur... C'est là où maintenant ils ont créé des djihadistes. Djihadistes, pardon. C'est-à-dire de musulmans rebelles, tout. Ils les ont occupés. C'est l'OTAN qui les a occupés. Pour leurs intérêts. Ils ont commencé à mener des opérations au Mali, dans quelques pays du Sahel, dans la partie là du Sahel. C'est là où maintenant ces opérations-là ont conduit à plusieurs morts. Quand l'actuel président malien, qui est un militaire, il a été utilisé par les Français dans toutes ces opérations. Et il a étudié aussi en France, par la formation militaire. Après il a compris que non, tout ce que l'Occident est en train de faire, ça ne bénéficie ni au peuple malien, ni à l'Afrique, ni au Mali. C'est pour l'intérêt français. C'est pour leurs intérêts. Non seulement ils sont en train d'exploiter des minéraux, mais ils sont en train de tuer même la population. Les humains. Et quand ils tuent, il n'y a pas les human beings. Non, pour eux là, ce ne sont pas des massacres, c'est rien. Je vais y arriver, je vais t'expliquer pourquoi ils ne peuvent pas, même la CPI n'a pas accusé Poutine pour le massacre qui est en train de se passer. Mais ils l'ont accusé pour l'enlèvement des enfants. Parce qu'ils savent que non, s'ils osent l'accuser pour des bombardements, des massacres, Poutine la première des personnes qui doivent arrêter, c'est George Bush. Et aussi Sarkozy. Sarkozy doit être arrêté. Obama. Clinton doit être arrêté. Obama doit être arrêté. Stephen Harper aussi. Tu vois, la CPI doit faire le mandat pour ces gens-là. Est-ce qu'ils sont des membres de ces pays? C'est ce qu'il faut savoir. Mais Poutine aussi n'est pas membre. Il n'est pas membre, oui. Mais sur quel courage? Et le président, se paraît-il, le secrétaire général de la CPI, Poutine va l'arrêter. Écrit dans ton agenda. Poutine a monté une équipe pour enquêter sur ces gens-là. Lui avec ses juges. Tu vois? Donc, en quelque sorte, c'est comme ça. Et au fait, s'il y a un président au Congo qui veut changer les choses, il ne doit pas aller au dos, je ne sais pas de quoi, prendre, je crois pas. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est adopter la politique du Mali, adopter la politique de Burkina Faso d'aujourd'hui. Le pays va se libérer.
Tu vois. Mm. Depuis 2008 jusqu'en 2019, Mm. jusqu'en 2019, il y a eu combien de coups d'État militaires? Il y a eu combien de coups d'État militaires en Centrafrique? Tu vois, il y a eu combien de coups d'État militaires en Centrafrique? Combien de présidents sont passés là? Mais, au fait, quand le nouveau président est monté, il a compris que non, c'est l'Occident qui est à la base de tout cela. Mais lui a voulu changer les choses. Pour changer les choses, il a fait appel directement au RIS. Tu vois, il a fait directement l'appel au RIS. Premièrement pour sa sécurité et deuxièmement pour changer les choses. C'était des Français qui menaient des opérations là-bas. Le Français changeait de président comme il voulait en Centrafrique. Mm. Comme il les semblait bon. Quand celui-ci qui est actuellement, le président actuel est arrivé, il a compris que non, tous ces coups d'État militaire, tout ce qui se passe maintenant, c'est la France, c'est l'Occident, parce que la France n'est pas seule. Il y a tout l'Occident qui est derrière ça. Il a fait appel au RIS, il a parlé avec Poutine. Poutine a envoyé Wagner, premièrement pour le protéger et d'aider, et pour maintenant commencer à finir avec toutes ces bêtises-là, aux rebelles, des rébellions, tout ça. Et ça commence à prendre fin. C'est la même chose avec le Mali. Nous sommes tellement très contents, monsieur pasteur Boazi. Comme toutes les analyses que tu viens de dire, maintenant, tu viens de pingler beaucoup de choses qui se passent en République démocratique du Congo. Toi, en tant que compatriote, en tant que serviteur de Dieu, en tant que sortissant de la République démocratique du Congo, cette situation a décennies à prendre du temps en République démocratique du Congo. Quel est ton message que tu peux donner aux autorités congolaises ou bien quelle est la stratégie pour que l'Est qu'il cesse fin et la paix qui sera durable? Monsieur Jacques, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de choses. Si nous voulons, parce que pour le moment, l'Est est déjà parti. Il manque seulement comment officialiser cela. Comment je peux dire que l'Est est parti? Et surtout s'il n'y avait pas nos frères Maï Maï. L'armée de réserve. S'il n'y avait pas nos frères Maï Maï, l'Est serait déjà parti. C'est-à-dire, le Dékivu serait déjà parti. Goma serait déjà prise. Il n'y a pas de chemin. Félix Tshisekedi sait très bien s'il veut en finir avec ces choses, avec toutes ces bêtises-là, il doit mener la guerre. Maintenant, elle doit mener la guerre avec qui? Dans l'armée congolaise, Joseph Kabila a fait un travail très, très spécifique aux intérêts occidentaux, aux intérêts rwandais. Chinarambe. Tout ce que Félix Tshisekedi est en train de subir aujourd'hui, c'est le plan installé par l'Occident via Rwanda, accompli par Joseph Kabila. Ils ont affaibli les Congolais, commençant par des entrepreneurs congolais. Tous
toutes les entreprises de l'État congolais, ils ont soi-disant acheté cela, ils ont changé les noms. Ils ont affaibli pour que l'État congolais n'ait pas le moyen. Non seulement cela, Joseph Kabila a fait un travail à l'intérêt de son pays, le Rwanda. Il a pris l'armée congolaise de l'époque. En d'autres termes, il a détruit l'armée congolaise. Il a formé une armée rwandaise dans le Congo. C'est-à-dire des généraux rwandais, des officiers rwandais, mais qui dirigent les subalternes congolais. Le service des renseignements du Congo, mais supervisé par les Rwandais. La télécommunication congolaise est pilonnée au Rwanda, contrôlée et dirigée au Rwanda. C'est là où vous allez écouter que non, le serveur central de la de la télécommunication congolaise se trouve au Rwanda. Jusqu'à maintenant? Là, je ne sais pas encore. Mais au temps de Kabila, jusqu'à son départ, c'était au Rwanda. Il a fusionné. Il a fusionné l'armée. C'est-à-dire, Joseph Kabila savait très bien que le M23 n'a rien à voir avec les Congos. Il n'y a aucun véritable Congolais qui est là. On prenait seulement de la même manière, la même stratégie qu'ils ont utilisée avec Mosé Kabila. Ils prenaient les Rwandais, ils les formaient. Et après, on prenait quelques Congolais, on les mettait devant pour parler. Le M23, c'était comme ça. Mais en réalité, ce sont des Rwandais, des officiers, des généraux rwandais. Et Joseph Kabila a été au courant de tout cela. Pas au courant, mais c'était des opérations menées entre Kagame et Joseph Kabila. Et bien reconnu. Très très bien. Supervisés par les États-Unis. Ils ont pris ces Rwandais, ils les ont versés dans l'armée congolaise. Non seulement versés, mais ce sont eux qui supervisent l'armée congolaise. On mettait des généraux comme des étiquettes. Mbala, Foulane, chef d'état-major, mais en réalité, il n'avait rien à dire sur l'armée. Les chefs des opérations, les chefs des services de renseignement, tout ça, c'était des Rwandais. C'est-à-dire, on était infiltrés là. Non, pas infiltrés, occupés même. Occupés par l'armée rwandaise, indirectement ou directement? Non, directement. Joseph Kabila a fait ce travail. C'est pourquoi, avant de partir, ils se sont assurés que non, celui qui viendra, on doit mettre quelqu'un qui ne va rien changer, qui va obéir, qui va exécuter tout ce qu'on va lui dire, qui va continuer leur plan. C'est-à-dire, c'est un plan continuel. C'est ça. Un exemple. Comment vous pouvez, par des armées étrangères peuvent entrer, occuper une place, un territoire, et que l'armée, soi-disant vous êtes venu aider l'armée nationale, ou le Congo, ou un pays, le pays, au fait, qui est agressé, ou qui a une rébellion, mais vous, dès que vous venez, vous occupez une place, et ça devient en place, un territoire tampon, l'armée ne peut pas entrer, mais vous cohabitez avec les rebelles. Quand les rebelles avancent, ils prennent un territoire, un village, l'armée là étrangère vient s'occuper, ils sont là, tampon. L'armée nationale ne peut pas avancer. Intervenir.
seulement les rebelles qui sont toujours là. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il dit. Excusez-moi, mais il y a deux personnes, des politiciens congolais que nous avons ratés après le départ de Mobutu. C'est qui? Le Musée? Il y a M. Laurent Désiré Kabila. Il y a M. Honoré Ngouada. Les gens voient seulement sa partie, ce qu'ils ont, les erreurs qu'ils ont commises au temps de Mobutu. Mais Ngouada aussi, il était dans l'ancien gouvernement de Mobutu. C'est ça. Les gens voient les erreurs qu'ils ont commises au temps de Mobutu. Mais Ngouada, allons premièrement Musée Laurent Désiré Kabila. Musée Laurent Désiré Kabila avait des amis rwandais. Il a beaucoup vécu dans cette partie Est. Il connaissait l'histoire politique de tous ces gens-là. Quand on l'a choisi, on l'a mis. Étant intellectuel, il a étudié le plan. Quand il a compris que ces mouvements que nous allons avec, ces gens-ci sont très risés. Premièrement, ils m'utilisent. Dès qu'ils arrivent à Kinshasa, ils vont me tuer. Ils vont prendre le pouvoir. C'est pourquoi Moïse Kabila n'a pas attendu qu'ils viennent tous à Kinshasa. Dès que Mobutu est parti, l'AFDEL est entré à Kinshasa, lui déjà Lubumbashi, il s'autoproclamé président de la République. Tu sais que même quand Moïse s'autoproclamé président, les Rwandais étaient surpris. Même les Américains étaient surpris. Parce qu'en réalité, selon leur place, ce n'était pas lui qui devrait être. C'était Masasu Linda? Non, non. À l'époque, c'était entre Deo Gracias Bugera et celui, l'actuel vice-président qui ça? Rubero. Azarias. Les deux personnes qui étaient censées être présidents du mouvement d'AFDEL. Quand ils venaient. Donc, ils utilisaient seulement Mouzé. Or, Mouzé était très intelligent, très sage. Il avait compris. Dès qu'AFDEL est entré à 16h, ils sont entrés le matin, ils ont occupé, Mobutu a quitté Kinshasa. Les presses internationaux ont annoncé que non, Kinshasa est tombé. Il a convoqué la conférence de presse. Les gens pensaient qu'il allait parler, même eux, les Rwandais pensaient qu'il allait parler sur la victoire sur Kinshasa, tout donné, maintenant la ligne de conduite, tout ça. Mais il s'est proclamé président de la République. Ils étaient tous surpris. Les Rwandais se sont fâchés. Et les Américains? Non. Ils se sont fâchés et ce sont les Américains qui les ont calmés. Ils ont dit non. Comme c'est déjà officiel et il fait partie du système, allons seulement comme ça. En passant qu'il doit manipuler mais oui, l'ancien président de la République, il allait manipuler Moïse Kabila pour faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Selon leur plan. Selon leur plan. Et puis, dans leur plan, Moïse avait découvert aussi que non, à Lemera, on l'a fait signer des accords pour la balkanisation. À Lemera. C'est là où, quand vous entendez les accords de Lemera, ces accords, ils devraient céder 300 km de la RDC. Et c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Félix Tshisekedi est en train d'accomplir un plan qu'il sait très bien. Aucun document officiel qui était signé. Non, premièrement, aucun document officiel qui reconnaît des Banyamulenge comme des Congolais. D'ailleurs, il n'existe pas de Banyamulenge. Est-ce qu'il existe les Banyamulenge ou ce sont les Rwandais? Il n'y a pas de Banyamulenge. Murenge, c'est une montagne.
tous ceux qui habitent tout au long des montagnes, ou tout aux alentours de la montagne, dans nos systèmes, dans nos dialectes, dans nos... bon, moi, je suis des Bandundu. Moi, je ne suis pas de la partie Est. Mais souvent, chez nous, on dit ceci, par exemple, Banamai. Ce sont les gens qui sont habitués tout près des rivières ou du lac. Du lac, quelque chose comme ça. Bana montagne. Bana montagne. Donc, dans ce sens-là, Bana Zamba. Parce qu'ils ils vivent dans la forêt ou bien ils sont tout autour de la forêt. C'est comme les Bana Mourengue. Ce sont les habitants tout autour des Mourengue. Et ce ne sont pas des Tutsis. Il y a des véritables Bana Mourengue. Ce sont les tribus, les Congolais qui sont là, les autochtones. Tu vois? Les Tutsis rwandais, ce sont des réfugiés. Quand ils se réfugiés en République démocratique du Congo? Premièrement, ce mouvement-là de réfugiés a commencé vers les années 35. Bon, auparavant, ce n'était pas des réfugiés. Vers l'an 35, ce n'était pas des réfugiés. C'était l'administration belge a pris quelques étrangers qu'ils considéraient intelligents puis civilisés pour venir travailler au Congo. Il y a des Haïtiens qui sont venus. La Belgique a pris des Haïtiens. Et dans l'enseignement, ils ont pris des Sénégalais, quelques Ouest-Africains, des Sénégalais, et y compris des Tutsis rwandais. C'était des travailleurs. Ils travaillaient dans les services nationaux. Mais après cela, il y a eu des mouvements aussi, effectivement, des refuges. Vu les années qu'ils ont fait, ils ont commencé à se réclamer comme ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils ont commencé cela vers les années 50. Les Congolais, les autochtones s'est fâchés. Et ils ne voulaient pas encore de leur existence dans cette partie-là. C'est là où maintenant la Belgique, l'administration belge à l'époque, les a octroyés des certificats de réfugiés. Ils les ont dit, non, vous allez vivre au Congo, mais vous êtes des réfugiés rwandais, des ressortissants rwandais au Congo. La Belgique les a reconnus. L'administration du Congo, à l'époque, qui était dirigée par la Belgique, les a octroyés les documents officiels comme des réfugiés rwandais au Congo. Et les Nations Unies, ils reconnaissent. Oui, ils reconnaissent. Ils reconnaissent qu'ils même dans des archives. Des archives belges, tout. Même les Nations Unies, ils ont ces archives. Mais c'est les Nations Unies qui donnent ça. Mais ils ont tous ces archives. Mais pourquoi ils ne veulent pas l'éclaircir pour que... Mais les Nations Unies, c'est quoi? Un groupe de mafia? Aujourd'hui, l'ONU, c'est quoi? L'ONU ne travaille pas pour toutes les nations. L'ONU, maintenant, c'est l'instrument des États-Unis. C'est l'instrument des États-Unis. Il répond seulement aux exigences des Américains. Est-ce que c'est parce que l'Amérique met beaucoup de pourcentage sur les Nations Unies, c'est pour cela qu'il a cette influence? Ce n'est pas parce qu'il finance beaucoup l'ONU, mais non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Parce que les États-Unis, c'est lui, il se considère comme c'est lui qui dirige le monde. Tout le monde doit s'agenouiller devant lui. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il décide comme il veut. Il décide comme il veut. Saddam Hussein a mis la tête contre les États-Unis. Ils ont décidé un président élu d'un pays souverain. Ils ont dépêché une armée qui est descendue sur place. On a massacré l'Irak et ils ont banni un président en exercice.
Mais Ils ça, l'ont pendu publiquement. ça, on ne parle. Ok, nous sommes tellement très contents, pasteur, comme tu viens de nous faire les analyses, pour que nous puissions finir. Je dois prendre la dernière question. Il doit nous rester encore 3 d'autres questions. On doit prendre le temps qu'on puisse cortiquer, qu'on puisse le finir. Et pourquoi ce conflit de l'Est ne finissent pas? Quels sont les mécanismes qui t'y amènent Bon, pour que les Congolais, nous tous les Congolais, qu'on l'utilise? c'est ce que je disais. Je disais, ce qui m'étonne pour premièrement les autorités congolaises. Par exemple, je vis le président Félix Tshisekedi faire appel à Sarkozy. Il sait très bien que Sarkozy est conseiller, l'un des conseillers de Paul Kagame. C'est il est avocat, je pense, sur les choses minières. L'avocat de Kagame. L'ennemi, l'ami De ton ennemi. de ton ennemi, Toi, tu tu le... l'appelles pour te donner les conseils contre ton ennemi. Tu l'appelles, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, c'est lui qui a composé un camp avec ton ennemi. Et tu l'appelles maintenant, viens me donner conseil. Et c'est le même Sarkozy qui avait dit de séparer le Congo est tellement très grand en 2014 pour qu'on puisse se diviser aussi, on partage le minerai qu'on a en 2014, monsieur Boas. Mais je ne sais pas si dans la tête des Congolais, il y a des fourmis, je ne sais pas. Les Congolais oublient. Nous, les Congolais, nous oublions rapidement les choses. Bon, je ne sais pas si le président Félix Tshisekedi avait d'autres informations sur Sarkozy, sur sa position, bien il a changé sa position vis-à-vis par rapport à la politique internationale, ou bien précisément pour ce qui se passe au Congo. Peut-être il a certaines informations sur ça. Son changement de position, peut-être c'est pourquoi il a fait appel, peut-être. Mais sinon, aujourd'hui, pour finir la guerre, pour répondre maintenant à ta question, pour en finir avec cette guerre, il n'y a pas de choses. Il y a la guerre, ça. Le Congo déclare la guerre. Le président Félix Tshisekedi doit prendre tous ces généraux rwandais, ou bien les arrêter, ou bien les arrêter. Il n'y a pas de chose. Tous ces Rwandais-là qui sont dans l'armée, les arrêter, ou bien les rapatrier comme Moïse Kabila a fait au Rwanda, prendre les Congolais et collaborer avec des pays qui vont appuyer les Congos pour s'en sortir. Lui s'appuie sur les États-Unis. Or, les États-Unis l'utilisent encore pour faciliter l'accomplissement de leur plan. Tu vois, il pense que les États-Unis est avec lui. Non, les États-Unis au contraire facilitent. Il fait un peu la flatterie. Mais c'est ça. Ah, nous sommes tellement très contents. Il n'y a que la guerre, il doit s'engager. Il faut qu'il s'engage à la guerre, qu'il en finisse une fois pour toutes. Et il fait partie de tous ces gens, même la signature de ces bêtises des armées des pays de l'Afrique de l'Est. Il doit abolir cela, il doit sortir dans ces bêtises-là. Maintenant, prof, pour qu'on puisse finir, j'ai au moins 2 petites questions courtes. Oui. Dernièrement, Sarkozy était au Congo, en République démocratique du Congo. Un ancien président, il était parti dans sa visite privée. Et aussi, nous avons une petite question. Est-ce que Macron a une leçon à donner aux Congolais comme un président de la France avec tout ce qui se passe en France? Selon vous, est-ce que réellement Macron a une leçon à donner aux Congolais pour que le Congo qui marche bien? Or, dans son pays, il y a une manifestation. Dans son pays, il y a des choses qui ne marchent pas. Selon toi, est-ce que
a cette capacité de donner les Congolais une leçon? D'ailleurs, si c'était un président patriote au Congo, il ne peut pas recevoir Macron au Congo. Pourquoi? Macron a craché sur les Congo. La RDC est le deuxième pays francophone du monde. En réalité, c'est le premier pays francophone le plus grand du monde. Macron a donné la le Rwanda a quitté la francophonie. Le Rwanda est devenu anglophone. Afrique de l'Ouest. Mais non pas l'Afrique de l'Ouest, c'est dans il est entré dans des pays qui parlent l'anglais. L'anglais, le Kenya, l'Ouganda, des choses pareilles. L'Afrique du Sud et les autres. East Community, je pense. D'ailleurs, Kagame, si vous le suivez dans tous ses interviews, il parle qu'en anglais. Il ne parle pas en français. Pourquoi? Parce qu'il ne se considère pas francophone. Il se considère comme anglophone? Oui. Les Rwandais, dans les interviews internationales, ils parlent, même ses ministres, même ses généraux, parlent en anglais. Parce que pour eux, ils sont anglophones, ils ne sont pas francophones. Mais Macron a pris la francophonie, a donné à un anglophone au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il veut humilier la RDC. Est-ce que ce n'était pas une compensation? Parce que tu te souviens, à l'époque, Kagame s'est retiré à la francophonie et il avait aussi chassé aussi les ambassadeurs français. Moi, selon mon analyse, sans t'interrompre, je pense que c'est c'est-à-dire, il veut seulement se racheter et aussi de faire comprendre, parce que compte tenu de la guerre qui était passée en 1993 au Rwanda, et tout ce que Jacques Chirac a fait, tous les anciens présidents, moi je pense, parce que la francophonie était dans la main des Canadiens, la dame haïtienne qui était à la tête, je pense, Macron il a collaboré avec M. Trudeau en disant, mon cher, aide-moi pour que je puisse récupérer un peu Kagame. Ce n'était pas ça, selon mon avis. Moi, c'est ce que moi j'avais analysé à cela. Non, le problème, ce n'est pas même ça. La France, en réalité, après l'assassinat du président Abiyarimana, la communauté internationale ont traité des Hutus des génocidaires. Des Hutus des génocidaires. Ce sont eux qui ont massacré les Tutsis et tout. Or, la vraie vérité, il y a des archives, il y a des rapports des Nations Unies. Dans tous les rapports, des vrais rapports des Nations Unies, ils savent que c'est Kagame qui a pilonné cette opération. Kagame qui a tué quelques Tutsis rwandais pour inculper ou pour habiller cela, pour responsabiliser cela au Hutu. C'était comme un prétexte de ce qui se passe. Il y a eu des généraux français, ceux qui ont mené l'opération turquoise, ceux qui connaissaient l'affaire, ils ont commencé maintenant à étaler la vérité. Il y a eu même dans la CPI, il y a eu même certaines personnes qui voulaient qu'on fait appel à Kagame, parce que la vérité était déjà là. Tout le monde sait cela. Il fallait qu'on change, qu'on fait sortir la vraie vérité. Qu'on finisse avec tous ces mensonges de génocide, qu'on parle de ça. Que des génocides Tutsis, qu'on attribue ça aux Hutus. Qu'on finisse avec ça. Quand la France a pris cette position, c'est là où Kagame s'est fâché. C'est là où Kagame a quitté la francophonie. Parce qu'il sait que non, dès que la vérité sera étalée, il sera arrêté.
il va aller à la CPI. Tu vois? C'est pourquoi il s'est fâché contre la France. Mais est-ce que tu sais que c'est lui qui a tiré sur l'avion d'Abiyarimana? C'est James Kabarebe. Et la France a flashé cette vérité. C'est là où, quand cette vérité a été flashée par la France, il est sorti. Maintenant, est-ce que pour qu'on puisse finir, Macron a une leçon à donner aux Congolais? Macron, d'abord, chez lui-même, il n'arrive pas à gouverner. Quelle est la leçon qu'il va donner? Macron, d'abord, partout où la France dominait, partout où la France avait donné des leçons, n'arrive plus à donner des leçons. Tout le monde a compris que ce n'est plus le temps. D'ailleurs, Macron n'est pas venu pour donner des leçons. Macron est venu pour négocier quelques entreprises congolaises. Macron est venu pour négocier le port de Banana et le port de Kinshasa. Ils sont venus pour acheter ça. Ok, pasteur, comme tu viens de nous dire, en passant pour la dernière question, Oui. est-ce que Mwanga Chuchu, qui est aujourd'hui l'homme à l'auteur de toutes choses, qui est le fournisseur des armes, compte tenu des nouvelles remaniements des présidents de la République à la position des ministères de la Défense, Bemba, ministère des Finances, Vital Kamer, et aussi à l'intégration Mboussana Mwesi. Selon vous, dans 5 minutes, est-ce que tu vois que c'est une bonne stratégie au Félix Tshisekedi et aussi à l'intérêt de la population congolaise? Dans 2 minutes. Premièrement, Kamer est intelligent. Est intelligent. S'il veut faire les choses comme ils doivent être, il a cette capacité de le faire. Mais malheureusement, Kamer est l'un des agents du système. C'est là où les gens ne comprennent pas. Kamer est l'un des agents du système occidental via Rwanda. Il fait partie du système. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand l'Europe a pensé donner un président au Congo qui peut au moins changer les choses, quand ils sont allés en Genève, Joseph Kabila a fait appel à Kamere. Il a dit, détache Félix Tshisekedi dans cette affaire et dis-lui il va collaborer avec nous, nous allons lui donner le pouvoir. Et c'est Kamere qui a fait ce travail. C'est Kamere qui, tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, c'est Kamere l'agent qui a, on l'a appelé, les gens du DLPS l'ont appelé coach. C'est lui qui a coaché et qui l'a expliqué, voilà, le système est comme ça. Ce que Kabila dit, ça signifie comme ça signifie, nous allons faire ceci, nous allons, c'est Kamere. Il est dans le système. Le mal, c'est ça. Jean-Pierre Bemba, les gens confondent le Jean-Pierre Bemba qui était un rebelle utilisé par l'Occident. Le Jean-Pierre Bemba, le fort là, c'était un instrument de l'Occident contre le régime du musée Laurent Désiré Kabila. Il était armé par l'Occident via Ouganda. Financé par l'Occident via Ouganda. Pourquoi? Pour leurs intérêts. Pourquoi? Parce que musée Laurent Désiré Kabila, il s'opposait il a mis fin à toutes leurs bêtises là. Et c'est pourquoi ils ont utilisé Jean-Pierre Bemba. Mais maintenant, ce qui se passe là à l'Est, c'est l'Occident, c'est pour l'intérêt de l'Occident. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a la capacité de contrecarrer l'Occident, qui est son ancien maître? Mais parce que aussi le fournisseur est déjà arrêté. Le fournisseur, c'est lui qui fournissait toute la situation. Les députés Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu
c'est comme une petite goutte d'eau. C'est un individu. Les fournisseurs des armes, les fournisseurs de tout ce qui se passe à l'Est. Est-ce que tu sais que quand on a commencé à envoyer des armes en Ukraine, tu sais qu'il y a des armes qui ont été détournées pour venir au Rwanda? Il y a des armes qui ont été détournées au début quand l'Europe a commencé à envoyer des armes à l'Ukraine. C'est-à-dire, selon vous, Mongacho, c'est une petite gouttelette d'eau? C'est une petite goutte, ça, c'est... et peut-être il a quelques éléments à l'Est qu'il fournit, comme il y a beaucoup de groupes armés, peut-être il peut avoir un petit groupe armé qu'il est en train de fournir. Mais où est-ce qu'il fabrique? Est-ce que Mongacho fabrique des armes? Et aussi pour les Moussa Nyamwesi, qui était ancien rebelle aussi, qui est le ministre de l'intégration. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que ce n'est pas les géopolitiques, géoprovinciales que Félix il est en train de penser en 2023? Félix a joué aussi dans ce sens-là par rapport aux élections. De 2023? Bon, je ne sais pas s'il y aura des élections, mais c'est fort probable qu'il n'y ait pas des élections. Parce il y aura les glissements, selon vous? Mais il y a déjà les glissements. Est-ce qu'il y a les calendriers électoraux? Nous sommes au mois d'avril déjà. Dans 2 jours. Dans 2 jours, on sera avril. Les calendriers doivent être publiés une année avant. Parce qu'en réalité, les élections doivent se passer au mois de décembre. On n'a pas encore le calendrier. C'est-à-dire que selon vous, tu as vu que c'est une stratégie géoprovinciale. Oui, oui. Dans ce sens-là, c'est une stratégie qu'il a montée pour soi-disant élections et puis pour quand les choses vont se glisser, peut-être s'il va glisser, quand il va se glisser et que ces hommes-là soient comme son appui. Et comme ils sont populaires dans leur province, qu'ils puissent maîtriser leur population. Aussi, ce n'est pas pour les affaiblir, parce que quand tu regardes au niveau de Jean-Pierre Bemba, qui était vice-président, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée, qui devient le ministre, tu ne vois pas qu'il y a une baisse politique, selon vous? Bon, sur le plan politique, oui, c'est vrai que ils ont un peu reculé parce qu'ils ont déjà dirigé des grands postes. Oui, mais pour eux, c'est leur façon de porter comme leur apport à leur ami. Une contribution. Leur contribution. C'est-à-dire, comme on dit souvent chez nous à Lingala, nazota la personnalité nangate place ona zangati nangocha epoa wana za mwana mai photo cha epoa bon yaza président sikoyo biso peso to lati ba statue wana te bon biso to kita to cha ye to tombole kaka yende preso mais to cha epoa ba fayulu les autres là ne puissent pas koningisa parce que ndenge bazana adversaire puissant au Bazoba. Ce n'est pas Fayulu, c'est Moïse Katumbi. Est-ce qu'il y a un collègue? Non, déjà, ils ont cassé la loi. Double nationalité. Merci beaucoup, monsieur Pasteur. Nous sommes tellement très contents. Comme tu commis la poana, tu es aussi ça. Tu sais pourquoi Félix Tshisekedi a perdu Moïse Katumbi? Parce que Moïse Katumbi, on a cotisé un système américain. Tu te souviens encore du voyage que Kosala na Moïse Katumbi aux États-Unis, Eleyo Elengai. Mais c'était Moïse Katumbi qui a présenté Félix Tshisekedi dans le lobbying américain et puis dans sénateur, quelques sénateurs américains. C'est-à-dire Félix Tshisekedi a dit très bien que non, Moïse Katumbi a eu un système très bien. Et Azan appuie Matasi sur le plan international. Ayebi poids pouvoir place ni na kokena toucher. Il sait très bien. Mais Katumbi, je m'excuse, Katumbi présentement on dit indirectement qu'il s'est associé à Chinarambo, l'ancien président de la République. Joseph Kabila. Non, est-ce que c'est associé, mais
Est-ce qu'ils ne travaillent pas ensemble, quoi? Non qu'il s'est associé, mais le problème c'est quoi? Premièrement, eh, excusez-moi, je sais que toi tu es Katangé. Moi, je suis de l'Est. Ah, de l'Est, oui, oui. Ah, pardon, je m'excuse. Euh, tous nos frères Katangé, ils disent ceci, qu'ils ont perdu le pouvoir, ils veulent à tout prix conquérir le pouvoir. À tout prix. Premièrement, ils ont perdu le pouvoir suite à la division de Joseph Kabila avec Moïse Katumbi. Cela les a déséquilibrés. C'est ce qui a fait qu'ils puissent perdre le pouvoir. Maintenant, pour récupérer Il le faut pouvoir, conquérir il faut s'unir tous, tous les Katangais. tous les Katangais. Comme eux, ils considèrent Joseph Kabila comme Katangais, ils se sont unis tous. Et quand ils s'unissent tous, ils savent très bien que Joseph Kabila ne peut plus revenir au pouvoir. C'est difficile parce qu'il y a des lois qui les contraignent. Mais maintenant, la personne qui est un peu favori, qui est aussi comme aimé de la population, qui est aussi comme un poids lourd, c'est Katumbi. C'est-à-dire, tout le monde doit être derrière lui, tous les Katangais. Dès qu'il sera candidat aux élections, vous allez voir, tout le monde va être derrière lui. Tous les Katangais vont l'appuyer. Il va avoir l'appui de tous les Katangais, puis il va passer. Donc, Non, non, c'est ça au moins. nous sommes tellement très contents, pasteur Boazi. Aujourd'hui, je sais qu'il nous reste au moins 3 questions. On doit chercher un autre jour pour qu'on puisse en finir. Nous sommes tellement très contents d'avoir venir de nous donner les analyses de notre pays, qui est la République démocratique du Congo, grand pays. Mabele na biso, mabele ya bakoko, tobatela yango, tozala ba compatriote, tozala bato ya ingeta ingeta, oyo eza mabele na biso. J'aimerais que tu puisses saluer aussi ta femme de ta part, parce que je sais Oui, que oui, c'est lui qui a accepté que tu puisses venir ici, et aussi oui, le oui, membre de l'église, en passant pour qu'on puisse vraiment. encore clair. Mais je ne manquerai pas vraiment de saluer tous les amis, nos frères et sœurs partout dans le monde. Et peut-être ceux qui pensent que non, un chrétien ne peut pas parler de la politique. Oui, c'est vrai que nous ne pratiquons pas la politique, nous ne faisons pas la politique active. Mais si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. D'abord, la politique, c'est quoi? C'est l'organisation d'une société. Comment organise la société? Même l'Église a sa politique. Donc, dans ce sens-là, chaque pays a sa politique. Donc, pour les frères et sœurs qui vont nous suivre, ne soyez pas étonnés de faire cette petite analyse sur la situation de notre pays, parce que c'est notre pays. Congo eza ya biso, soki tosokipe nango te, tala bapaya ndenge bakoti banganzami mboka na biso. Donc, eza na bana mboka oyo bapesi vi na bango mpona mboka wana. Moïse Kabila est mort mpona RDC. Bahonore ngwana wana babomi bango mpona RDC. Barosi Mukendi bakufi mpona RDC. bato ebele à l'est de Il y a la des République. serviteurs de Dieu qui sont morts pour la RDC. Le révérend Coutinho Fernando va faiblir pour la RDC parce qu'il a dit seulement sauvons le Congo. Tu vois? Donc, dans ce sens-là, Yango, lokola tokomi na suka, je salue mon épouse, Neema, Grâce Neema, vraiment que j'aime beaucoup mon épouse, je salue mes enfants, et puis je salue tous nos bien-aimés de les racheter partout où vous êtes dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Na bato na yo ya kine besa bagombote ekirimu bana muchanga bana ekiri. Je salue aussi tous nos bien-aimés de Kinshasa. Je salue l'évangéliste Timothée Makela. Et vraiment, à Kinshasa. Je salue tout le monde à Kinshasa. Vraiment, Zambé, Apambola Bino, l'évangéliste Jean-Pierre. Je salue l'apôtre Rombo Congolo en Suisse. Et je salue le prophète
et Crispin Kadima en Afrique du Sud. Vraiment, je salue mon père spirituel, l'apôtre Jean-Merveille Mateta. Oui, kuna na Congo. Nzambe en pambola bino. Et Congo ezamboka na biso, tozo bonde la ponango. Et Nzamba kosala grâce que asunga. Vraiment, malgré tout ce que l'Occident ils ont kanisa kosala to bazo sala. Malgré trahison pe ya ba politicien na biso bazawana. Mais Nzambe azotelema pa kotelema toujours Congo ekokende te. Merci, nous sommes tellement très contents de recevoir Monsieur Pasteur Boazi, c'est lui qui a analysé compte tenu de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous saluons à toutes nos auditeurs, auditrices de Bethsaida TV et aussi à tous les clients de Salon Bethsaida et à Salon. Nous vous disons merci, sans toutefois vous, nous, on ne serait pas là. Nous sommes conscients vraiment de votre soutien. Et quand vous écouterez cet message ou cette vidéo, partagez, abonnez-vous massivement. C'est votre frère, Pasteur Boazi, qui était dans notre studio Bethsaida TV. Et je salue à tous nos partenaires. Et sans toutefois oublier Bainino Ami, ce qui est notre partenaire qui fait que les images, qu'ils sortent bien. Et je salue à toutes mes sœurs et à toutes aussi les compatriotes de la République démocratique du Congo. Sans oublier Maman Denise Wangata, nous te saluons. Et aussi, je salue aussi Vasco, le vieux Vasco. Je salue ma femme en passant. Oui. Merci le pasteur. Je pense qu'un jour, dès qu'on finira de la situation de la politique, on doit parler sur la parole de Dieu. Je sais que tu es l'homme de Dieu. Nous sommes tellement très contents et je pense que ça ne serait pas la première fois ou la dernière fois. Ça, c'est votre maison. Vous êtes le bienvenu. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le Congo. Bye.